Bonjour Aurore Berger. Bonjour. Vous êtes la présidente du groupe Renaissance à l'Assemblée nationale. On va parler des 2 textes pouvoir d'achat qui vont être examinés cette semaine à l'Assemblée. Ça commence aujourd'hui. Mais d'abord, un mot sur ce qui est l'actualité numéro 1 en France aujourd'hui. Ce dont on va parler partout en France aujourd'hui, cette vague de chaleur extrême. On en voit les conséquences aussi avec ces feux terribles sur lesquels les pompiers sont mobilisés. Est-ce que quand vous voyez ça, comme citoyenne, vous ne dites pas en fait on n'est pas prêt? C'est-à-dire qu'on met des moyens pour essayer de limiter le dérèglement climatique, mais en fait, il va falloir qu'on investisse beaucoup d'argent pour lutter contre les conséquences du dérèglement climatique sur nos vies. Ça donne pas un peu le vertige quand on est comme vous, député ? Ça donne le vertige quand on voit en effet des départements qui n'étaient absolument pas touchés par ces vagues de chaleur, par cette canicule, sont aujourd'hui les premiers qui sont concernés. Ça doit aussi permettre que toutes celles et ceux qui continuent à nier l'ampleur du dérèglement climatique, la responsabilité qui est la nôtre dans ce dérèglement climatique... Il n'y a plus grand monde à l'Assemblée aujourd'hui qui le nie. Vous savez, on verra au moment des débats. Je crains qu'il y en ait encore certains qui puissent malgré tout tenter de le nier ou de minimiser ou de dire qu'on a le temps d'attendre. C'est pour ça que la Première ministre dit qu'à un moment, on a besoin de mesures radicales. Donc on a à la fois besoin de changer la législation pour accompagner les Français, pour accompagner les entreprises, pour accélérer parce qu'on n'a plus le temps d'attendre. Mais aussi, vous avez raison, sur des éléments très concrets de logistique. Plus d'argent pour pouvoir pour les pompiers, nous équiper, pour à la fois les collectivités, pour nos sapeurs-pompiers, pour toutes celles et ceux qui vont faire face au quotidien et qui le font aujourd'hui. Je pense notamment à la Gironde qui est dévastée par les incendies avec des conséquences extrêmement graves sur la biodiversité ou sur l'agriculture. Et vous l'évoquiez, ça a des échos dans ce qui se passe à l'Assemblée. C'est-à-dire qu'au moment où la France va vivre, en fin d'après-midi, peut-être les températures les plus extrêmes jamais enregistrées dans ce pays, il se trouve, le hasard du calendrier fait que vous, députés, vous allez commencer à débattre de ces textes pouvoir d'achat à l'Assemblée. Et l'un des points clés de ce texte, c'est de savoir combien de milliards d'euros on va mettre pour subventionner l'achat de carburant pour les Français. C'est juste un constat. C'est-à-dire que c'est le débat qu'on avait eu au moment des Gilets jaunes, le dilemme entre fin du monde et fin du mois, dérèglement climatique et pouvoir d'achat, on est pris collectivement dans cette contradiction. Mais on est dans cette contradiction parce qu'on a des Français qui aujourd'hui n'ont pas d'autre choix pour aller travailler que d'utiliser leurs véhicules et d'utiliser des véhicules qui sont avec des énergies fossiles. Donc la responsabilité qui est la nôtre, c'est comment on fait face à l'urgence, parce qu'on ne peut pas accepter d'avoir des Français qui, à un moment, ne peuvent plus faire face, ne peuvent plus aller travailler, resteraient isolés aussi, je pense à nos retraités, parce qu'ils ne pourraient plus tout simplement avoir accès à un bien qui est un bien essentiel en matière de liberté. Mais dans le même temps, ça veut dire que ce sont des mesures uniquement d'urgence et qu'elles ne peuvent donc pas être des temporaire. mesures de long terme. D'accord. Exactement. Alors, pour faire simple, vous, la majorité, vous proposez un chèque carburant pour les plus modestes. LR propose un plafonnement à 1,50 € par litre. LFI, un blocage des prix à 1,40 € et le RN veut baisser la TVA de 20% à 5,5%. Ça veut dire que concrètement, si RN, LFI et LR votent ensemble l'amendement pour bloquer les prix, eh ben cet amendement passera. C'est sûr que mathématiquement, quand vous avez toutes les oppositions qui s'allient contre la majorité, comme on est en majorité relative, ça veut dire que oui, cet amendement peut être adopté. C'est une possibilité, qu'il y ait un blocage des prix voté à l'Assemblée contre votre avis. C'est une possibilité, comme ça l'est sur d'autres sujets. Mais vous le redoutez sur ce point-là particulièrement ? Moi, ce que je redoute, c'est l'impact que ça aurait. Regardez le sujet qu'on vient d'aborder. Est-ce que le message qu'on doit envoyer aux Français, c'est de dire on doit, par exemple, baisser la TVA ? On sait que quand on baisse la TVA, on ne la réaugmente plus jamais. Et un impact donc qui est durable aussi sur nos finances. Je sais que personne n'en parle en ce moment des conséquences que ça peut avoir sur le budget de l'État. Mais le budget de l'État... On parle de dizaines de milliards d'euros. C'est ça, c'est ensuite de la dette supplémentaire ou de l'impôt supplémentaire. Or, les Français, qu'est-ce qu'ils nous demandent ? Ils demandent de continuer à baisser leurs impôts. Ce qu'on fait, on supprime définitivement la taxe d'habitation. On va supprimer la redevance audiovisuelle, tout en garantissant évidemment les moyens de l'audiovisuel public. On va continuer à baisser les impôts sur les entreprises. Sur le carburant, donc, comment faire pour trouver un compromis avec les oppositions pour que d'une part, votre proposition de chèque carburant passe et d'autre part, que les oppositions ne s'allient pas entre elles contre vous pour faire passer un blocage des prix ? Exactement, vous l'avez dit, la même nature de proposition. Puis à l'Assemblée nationale, il y a le Sénat. Moi, ce que je veux, c'est qu'on arrive à aboutir sur une proposition qui permette de faire face à l'urgence, c'est-à-dire qu'elle ne laisse pas sur le carreau celles et ceux qui n'ont pas d'autre choix que d'utiliser leur véhicule. C'est la raison pour laquelle nous, on pense qu'il y a une attention particulière sur celles et ceux qui travaillent, parce que c'est quand même la première des contraintes, des nécessités. Et c'est ça, ce sur quoi on veut avancer. Sur la question des retraités, parce que là encore, on ne peut pas avoir des personnes qui seraient complètement isolées. Je pense notamment dans nos territoires ruraux qui n'ont pas d'autre option que de prendre
reprendre leur véhicule. Donc c'est pour ça qu'on préfère des mesures qui sont des mesures ciblées. Si après, on doit pouvoir avancer sur la base d'un compromis, notamment par exemple faire en sorte que, vous savez, la baisse, la ristourne comme on l'a appelé, puisse durer plus longtemps. Les 18 centimes. Alors pourquoi pas? Donc, on ne peut pas être fermé par principe, on est dans une configuration nouvelle. Ça veut dire que nous aussi, il faut qu'on l'accepte. J'aurais tiré ce fil-là parce que donc LR, c'est la clé pour vous pour que ça passe. LR dit on veut 1,50 €. Vous dites non. Mais vous pourriez, c'est ce que vous laissez entendre, avancer sur un compromis, sur une prolongation des 18 centimes, parce que normalement ça s'arrête en octobre, ça pourrait aller jusqu'à la fin de l'année, c'est ça? Et peut-être une augmentation aussi de cette ristourne qui irait au-delà de 18 centimes? 1,50 €, ça n'est pas tenable pour nos finances publiques. Aujourd'hui, 18 centimes de rabais chaque mois, c'est 750 millions d'euros de dépenses supplémentaires. C'est plus 18 centimes. Si on double, si on triple, vous voyez bien l'impact, les Français voient bien, mesurent bien l'impact. À 25 centimes, à 30 centimes? Moi, je ne suis pas là dans une logique de marchandage. Non, mais vous parlez vous-même de compromis. Non, mais ce que je veux, c'est établir un compromis. C'est ça que doit permettre la discussion et le débat parlementaire qui va s'ouvrir dès cet après-midi. Si le compromis peut être, oui, assumons d'avoir une mesure transitoire qui dure un peu plus longtemps pour faciliter la vie des Français, alors je pense qu'on devra l'accepter. Donc on comprend bien qu'on vous écoute ce matin sur RMC, BFM TV, que ce point là du montant de la ristourne, de la prolongation ou pas de cette ristourne, c'est un point de compromis avec LR, donc ça pourrait aller au-delà de 18 centimes, 25 centimes, 30 centimes. C'est encore une fois, ça c'est la discussion parlementaire qui doit pouvoir l'établir. Moi je réponds pas oui ou non a priori. Encore une fois, mais vous n'excluez pas par exemple le 30 centimes. Mais parce que la donne a changé. Parce que les Français ont fait le choix de réélire le président de la République et les Français ont fait le choix de lui donner une majorité certes, mais une majorité relative. Donc moi je dois en tenir compte. Je peux pas dire c'est notre proposition et rien d'autre. De la même manière qu'en face, ils peuvent pas dire c'est notre proposition et rien d'autre. Ça veut dire un compromis dans les deux sens. Et on a vu la semaine dernière que quand LR, LFI et RN votent ensemble sur un amendement pour dénaturer ou plutôt vider de sa substance un texte, eh bien ça passe. C'est ce qui s'est passé sur le texte sanitaire. Ça passe, mais à quel prix? Parce que typiquement, ce qui s'est passé sur le texte sanitaire, ça veut dire que quand on fait tomber, quand on vote contre un article de loi, typiquement, ça veut dire le risque qu'on ne pourrait plus demain avoir un contrôle aux frontières sur les enjeux sanitaires. Oui, donc, tout ne peut pas passer. Vous ne pouvez pas vous le permettre sur un texte aussi important que le pouvoir d'achat. Mais je crois que les oppositions non plus. Vous avez utilisé cette carte, enfin plutôt vous l'avez subie la semaine dernière, vous l'avez subie. Là, vous n'avez pas le droit à l'erreur. Il faut que ça passe. Mais personne ne l'a. Est-ce que vous pensez sincèrement que des députés qui soient dans la majorité ou dans l'opposition, les Français feront la différence à la fin du mois? Est-ce que vraiment, ils vont ensuite faire la différence entre celles et ceux qui auront permis ou bloqué le texte? Ils vont dire à la fin, si vous n'êtes pas capable de voter un texte qui nous protège face au pic de l'inflation, qui nous permette de continuer à aller travailler, de faire face à l'augmentation des prix du carburant, qui nous permette d'avoir des minima sociaux qui augmentent, d'avoir des salaires qui augmentent, alors vous êtes irresponsable. Et je crois que nous, majorité, notre responsabilité, c'est de montrer sincèrement qu'on va chercher du compromis, mais les oppositions doivent aussi accepter de voter un texte qui est un texte qui permet des progrès pour les Français. Mais quand LR dit 1,50, vous-même rejetez cette proposition, mais c'est pas juste pour le plaisir de s'opposer, c'est aussi parce qu'il prend en compte les classes moyennes. Quand vous prenez par exemple un couple avec 2 enfants qui gagnent environ 2 000 € chacun, donc c'est pas un couple famille modeste, mais c'est pas non plus des gens très riches. Ils habitent en zone rurale, ils font des dizaines de kilomètres par jour en voiture, ils ont peut-être 2 voitures, ils ont même peut-être une chaudière au fioul. À l'automne, cet hiver, ça va être très dur pour eux et ils ne seront pas aidés. C'est la raison pour laquelle nous, on proposait justement que pour celles et ceux qui travaillent, il y ait un chèque qui soit mis en place pour les accompagner. Là, ils sont au-dessus des seuils. 4 000 € par foyer, ils sont au-dessus des seuils. Mais c'est la raison pour laquelle, je vous dis, la force du débat parlementaire, c'est ça. On le redécouvre peut-être parce que pour la première fois, il y a un coup de projecteur sans précédent qui est mis sur les débats qui se passent, qui se déroulent réellement à l'Assemblée nationale. Mais c'est comme ça qu'on a toujours travaillé. Alors maintenant, peut-être que ça va plus se voir sur la manière avec laquelle on peut encore une fois établir ces compromis. Mais je pense que aucun groupe, aucun parti politique, aucun député n'a intérêt à dire à la fin de la semaine que ce texte n'est pas adopté, parce que s'il n'est pas adopté, ça veut dire que le pouvoir d'achat des Français ne sera pas protégé. Il y a un autre point sur lequel vous devez trouver un compromis, ou en tout cas vous allez chercher un compromis, c'est ce qu'on appelle la déconjugalisation de l'allocation adulte handicapé. Pour faire simple, un adulte handicapé a le droit à une allocation qui va jusqu'à environ 900 €. Mais qui aujourd'hui est limité en fonction des revenus de son conjoint. C'est-à-dire que si son conjoint travaille, l'adulte handicapé touche moins. Tout le monde est d'accord. Enfin, dans les oppositions, tout le monde est d'accord. Vous-même, le président de la République a annoncé que vous allez avancer. Aujourd'hui, ce qui est prévu, c'est que ce soit mis en place en 2024, donc dans longtemps, dans 1 an et demi. Est-ce que vous pourriez avancer
cette mise en place de cette mesure? La réponse est oui. On souhaite que ce soit le cas et on a travaillé en lien avec les différents groupes d'opposition pour avoir la même proposition et pour que ce soit au 1er octobre 2023. Donc c'est ça. Donc c'est dans un an et 3 mois quand même. Donc on va accélérer. C'était 2024. On veut accélérer les de choses. Quelques mois. Vous ne pourriez pas aller jusqu'au 1er janvier 2023? Moi, je vous explique pourquoi. Aujourd'hui, en France, il y a 2 systèmes de solidarité. Oui. Il y a une solidarité nationale et il y a une solidarité familiale, qui fait qu'à un moment, entre conjoints, on est solidaire. Il apparaît que sur l'allocation adulte handicapé, malheureusement, ça devient défavorable pour un certain nombre de personnes parce que la solidarité familiale fait qu'elles perdent en fait une partie ou tout de leur allocation adulte handicapé. Nous, on considère en effet que ce n'est pas une aide sociale comme une autre quand on bénéficie d'une allocation parce qu'on est dans une situation de handicap. Donc ça ne doit pas être considéré de la même manière que les autres aides sociales. Pourquoi pas l'avancer là au 1er janvier 2023? Tout simplement parce qu'il faut regarder les situations personnelles, individu par individu, famille par famille, parce qu'on a, et c'est l'honneur de notre pays, et il faut absolument qu'on accélère encore sur le sujet, des personnes handicapées qui aujourd'hui travaillent. Il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans, quand vous étiez une personne handicapée, en gros, on considérait que vous ne pouviez pas travailler. Parce qu'aujourd'hui, du coup, certains notre enjeu, c'est une société inclusive où les gens peuvent. Mais notre enjeu, c'est quoi? C'est que les personnes qui sont en capacité de pouvoir travailler, elles souhaitent travailler. Et donc, on ne leur dise pas, vous avez juste droit à une allocation. Donc, finalement, la société a fait le travail et vous n'avez pas accès au marché du travail. On retient que ça pourrait être avancé donc, au cours de l'année 2023. 1er octobre 2023, ça, c'est la proposition qu'on a, qui est commune aux Républicains, aux communistes, aux socialistes. Donc voilà, c'est vraiment une proposition qu'on a travaillée en lien avec les oppositions. Aurore Bergé, le président Macron était ce dimanche à Pithiviers à l'occasion du 80e anniversaire de la rafle du Veldiv. Lors de l'inauguration d'un nouveau lieu de mémoire à la Shoah, il a dénoncé un antisémitisme plus brûlant et rampant. Et il a eu notamment cette phrase sur laquelle je voudrais vous interroger. L'antisémitisme s'immisce dans les débats sur les plateaux de télévision. Il joue de la complaisance de certaines forces politiques. Il prospère aussi autour d'une nouvelle forme de révisionnisme historique, voire de négationnisme. De qui parlait-il directement? Est-ce qu'il parlait d'Éric Zemmour, qui a dit que Philippe Pétain a sauvé des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale? Je crois qu'il parle à la fois de l'extrême gauche et de l'extrême droite. Parce qu'on voit ressurgir... Non, mais d'Éric Zemmour particulièrement? De manière évidente, celui qui a fait le plus preuve de révisionnisme historique, voire de négationnisme, s'appelle Éric Zemmour. Et il l'a fait pendant la campagne présidentielle. Donc Éric Zemmour, je note. Est-ce que vous incluez aussi le Rassemblement national? Moi, j'inclus toutes celles et ceux qui, par leurs propos, qui, par leurs attitudes, qui, par l'histoire de leur parti politique, remettent en cause ce qu'a été... Marine Le Pen ne l'a jamais fait, elle, personnellement. Non, mais elle est aussi l'héritière d'un parti politique. Et elle ne s'est jamais dégagée de l'histoire de ce parti politique. Elle n'a jamais nié l'histoire de ce parti. Elle n'en a jamais renié ses dirigeants. Donc, quand on fait de la politique, on hérite aussi une histoire politique. On s'inscrit dans une filiation politique. Donc, tant mieux qu'évidemment aujourd'hui les mêmes propos ne soient pas tenus par elle, par les anciens dirigeants du Front National. Il n'en reste pas moins que ces propos ont existé et que ce sont même celles et ceux qui ont permis à ce parti d'être fondé historiquement. Et ça, je crois qu'il faut quand même qu'on l'ait en mémoire. Et puis, vous avez de nouvelles formes d'antisémitisme. Donc clairement, est-ce que vous pensez que la France insoumise était... Est-ce que le président de la République, quand il parle de complaisance de certaines forces politiques, est-ce qu'il pense notamment, selon vous, à la France insoumise? Il y a des faits. Il y a des faits, c'est-à-dire que quand on défile avec des personnes qui portent l'étoile jaune, considérant que les personnes qui sont de confession musulmane dans notre pays seraient dans la même situation que l'étaient les juifs français pendant la Seconde Guerre mondiale. C'était une manifestation à laquelle Jean-Luc Mélenchon a participé, une manifestation contre l'islamophobie. Mais vous voyez bien qu'il y a une dérive évidente, c'est-à-dire à la fois il y a une négation de ce qu'a été réellement l'horreur de la Shoah, il y a la difficulté à nommer les choses aussi de manière évidente. Et puis, il y a le tweet de façon électorale hier encore de Mathilde Panot sur le sujet qui est... Enfin, il faut quand même avoir en mémoire ce que veut dire la rafle du Veldiv. C'est 13 000 hommes, femmes et enfants qui ont été parqués et qui ensuite ont été déportés. Aucun de ces enfants n'est revenu. Quand le président de la République inaugure Pithiviers, c'est parce que ce sont des trains où ont transité des enfants. Aucun enfant n'est revenu. Mais et donc, il y a un dévoiement de notre histoire. De la NUPES qui ont dénoncé ce tweet de Mathilde Panot. Il y a eu un député socialiste, Jérôme Guedj, qui l'a fait. Il n'y a eu aucun député de la France insoumise qui l'a dénoncé.
aucun. C'est quand même un silence assourdissant. Et sur ce sujet, on ne peut pas avoir un dévoiement de ce qu'est l'histoire de notre pays. On devrait, dans un jour qui est un jour de mémoire, avoir un minimum de dignité. Et chaque jour, la France insoumise franchit une étape supplémentaire d'indignité par rapport à ces sujets. Est-ce que c'est par opportunisme électoral? Est-ce que c'est par clientélisme électoral? Est-ce que c'est par conviction? Vous pensez que des députés de la France insoumise sont antisémites? Vous pensez que des députés de la France insoumise sont antisémites? C'est très grave. Ce que je dis, c'est que je constate des faits. Je constate ceux qui défilent avec des étoiles jaunes qui, de fait, limitent l'ampleur de ce qu'a été la Shoah et ce qu'a été cette horreur, y compris dans notre pays. Je constate qu'ils ont fait pour certains venir Jérémy Corbyn pour être soutenu, leader du Labour anglais, mais qui a été exclu du Labour pour quelles raisons? Justement pour connivence sur des faits d'antisémitisme. C'est eux qui ont décidé délibérément de le faire venir pour essayer de récupérer quelques voix. Donc c'est du racolage électoral qui est quand même sinistre. Donc de facto, ce sont des faits. Moi, je juge sur les faits. D'un mot, Aurore Bergé, est-ce que Caroline Cayeux peut rester au gouvernement, la ministre des collectivités territoriales? Il y a une tribune d'une centaine de personnalités, dont quelques parlementaires de votre groupe, qui disent elle a tenu des propos homophobes. Moi, je comprends que les propos aient pu blesser. Ils vous ont blessé, vous? Je comprends que les propos aient pu blesser, évidemment, qu'ils aient pu choquer celles et ceux qui sont directement... Vous, ils n'ont pas blessé? De facto, vous êtes blessé quand... Vous savez, quand il y a des propos qui sont tenus, c'est pas parce que vous n'êtes pas vous-même directement concerné que vous ne pouvez pas être blessé. C'est pas une question d'être homosexuel ou pas, c'est une question évidemment, comme citoyen comme citoyen, je pense qu'on est tous évidemment choqués quand des propos... Est-ce qu'elle peut rester au gouvernement? Ce qui compte, c'est deux choses. Un, elle s'est excusée de manière très claire, et d'ailleurs, elle s'est excusée, et la tribune avait été rédigée avant que ces excuses ne soient publiées. Donc je pense que c'est la première chose. Deux, est-ce que nous sommes engagés sur la lutte contre l'homophobie et la progression surtout des droits pour les personnes homosexuelles? La réponse est oui. Nous sommes le groupe politique qui avons voté notamment la PMA pour toutes les femmes. Et d'ailleurs, Caroline Cayeux soutenait cette proposition. Donc, Aurore Bergé, vous pensez que Caroline Cayeux peut rester au gouvernement? Merci. Moi, ce que je sais, c'est qu'en tout cas, tous les membres du gouvernement sont engagés dans la lutte contre l'homophobie, Caroline Cayeux comprise. Aurore Bergé, présidente du groupe Renaissance à l'Assemblée nationale, invitée ce matin d'RMC et de BFM TV.